Bonsoir à tous, nous sommes le 19 juin 2022. Il vous reste 1 heure pour aller voter. Le monde va mal et nous avons chaud. La température moyenne mondiale dans le monde a augmenté de 1,2 degré en un siècle. C'est aujourd'hui un consensus que ce réchauffement est dû à nos émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2. Valérie Masson-Delmotte, numéro 2 du GIEC en France, résume. Chaque tonne de CO2 émise dans l'atmosphère rend ces événements extrêmes plus probables et plus intenses. Or, pour l'instant, nous en ajoutons 45 milliards dans l'atmosphère chaque année. Elle le résume depuis 30 ans. Record de chaleur, incendies, canicules précoces, nous vivons médiatiquement les événements simplement comme des événements. Nous ne sommes pourtant pas dans des catastrophes qui s'enchaînent, mais s'arrêtent, mais bien dans une impensable dérive climatique. Le GIEC a calculé qu'il fallait 100 ans pour que 40% du CO2 dans l'atmosphère soit absorbé, 1000 ans pour arriver à 80%, et qu'il en restera une quinzaine de pourcents dans 10 000 ans. Il n'y a pas d'autre horizon à échelle humaine qu'une longue aggravation de nos modes d'existence. Tout comme nous vivons dans nos chairs les conséquences de la révolution industrielle débutée au milieu du XIXe siècle, nous avons déjà aujourd'hui une réelle influence sur le cadre de vie de nos petits-enfants. Je fais ce live Twitch sur la scène française, sur les peintres de la scène française. La semaine dernière, on était avec Julien Desmontiers et aujourd'hui, on est avec Maud Maris. Bonjour Maud. Bonjour Thomas. Alors, j'essaie d'avoir un peu de connivence sur ce Twitch et des fois, c'est des fausses connivences parce que je ne connais pas vraiment les artistes. Là, on ne va pas mentir, je connais un petit peu Maud depuis à peu près, je sais pas, 15 ans, 10 ans. Voilà, on se connaît bien. On a fait plein de trucs ensemble. Voilà. Donc, je le dis, voilà. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez laisser des questions à Maud tout au long sur le chat, tout au long de l'émission, et puis on lui posera à la fin les questions. Vous pouvez retrouver, alors si possible, poser des questions pendant l'émission et pas tout à la fin. Voilà, parce qu'après, Nils se retrouve avec plein de questions juste à la fin et ça complique les choses. Et puis, vous pourrez retrouver notre vidéo, le replay de la vidéo sur la chaîne YouTube Les Apparences. Vous tapez Les Apparences dans YouTube et vous avez déjà 47 émissions. Voilà. N'hésitez pas à les partager et à vous abonner parce qu'on va changer le rythme de l'émission avec notre réalisateur Nils. Ça va être plus ponctuel comme ça et donc moins régulier. Et donc, comme ça, vous serez prévenu par YouTube à chaque fois qu'il y aura une nouvelle émission. Alors, Maud, on va commencer. Je t'ai demandé 5 de tes peintures qui résumaient ton travail et ton parcours. Et ce qui est très sympa, c'est que tu as commencé avec un tableau qui date de 2012, qui s'appelle Ruine, qui est un tableau qui est déjà très dans la manière dont tu as été reconnu par le milieu de l'art. Voilà, mais on va voir qu'il y a une évolution quand même dans ton travail qui est vachement intéressante. Et donc, on va commencer par ce premier tableau. Alors, j'imagine que tu as beaucoup parlé de ces genres de tableaux, mais merci de le refaire un petit peu, puis on va creuser un petit peu ensemble voilà, tout au long de l'émission. Ouais. Oui, donc justement, j'ai choisi un tableau d'il y a pile 10 ans. Donc, évidemment, un tableau qui était un peu représentatif de cette période-là, et aussi un grand format, puisque je suis quand même, disons que mon propos est beaucoup plus lisible sur des grands formats, même si maintenant je pratique un peu plus les petits aussi. Alors, je ne sais pas si tu veux dès maintenant qu'on parle vraiment du processus, puisque ce processus… Partons du processus, comme ça tu l'auras fait. Et voilà, c'est un peu aussi l'objet de ces émissions. Donc, c'est un processus en fait qui a commencé à peu près vers 2010, on va dire, et que j'ai tout le temps entretenu, mais aussi fait évoluer depuis ces 10 dernières années. Donc moi, en fait, je me lasse pas de ce processus parce que tout simplement, j'y injecte des choses complètement différentes au fur et à mesure de mes découvertes, de mes intérêts, etc. Et donc, en l'occurrence, voilà, tous les objets qu'on va voir dans les tableaux, ce sont des objets qui existent puisque ce sont des objets que je fabrique moi-même, c'est-à-dire des moulages d'objets de mon quotidien, souvent des très petits objets. Donc vraiment, quand je dis très petits, c'est quelques centimètres, parfois même 1 centimètre pour les plus petits. Et donc, à l'époque, je m'intéressais plutôt aux objets, en tout cas au tout début de ce processus, je m'intéressais aux objets industriels et surtout aux objets des objets contenants, souvent des objets creux, et qui avaient toujours une ambivalence, qui nous parlait de paysages factices, en fait, pour la plupart. Même si j'en étais pas totalement consciente d'ailleurs à l'époque, mais petit à petit, toutes les images sur lesquelles je travaillais avant
de fabriquer ces objets-là, c'était souvent des images qui parlaient de paysages artificiels, en fait, qui représentaient des paysages artificiels comme des mini-golfs, des salles d'escalade, des choses comme ça, enfin des lieux qui... Il y avait une cité aussi, tu n'avais pas une cité, je crois, j'ai un souvenir de ça. Des quoi, tu dis ? Une cité, des architectures comme une cité. Non, tu n'avais pas fait ça? Alors c'était lors d'une résidence, mais là, Voilà. Ah, ok. c'est la seule fois où je suis partie vraiment de photographie que je prenais moi-même. Parce que sinon, avant donc, ce processus-là, ce sont des photographies que je prenais sur Internet, par association d'idées, etc. Et puis petit à petit, j'ai eu la nécessité de fabriquer moi-même l'objet pour tout simplement pouvoir le manipuler, le mettre en lumière, pouvoir le voir de différents points de vue, puisque tout le travail est aussi basé sur cette notion d'échelle difficile à lire. Et donc, forcément, le point de vue est déterminant pour pouvoir justement déterminer cette échelle. Et donc là, dans ton protocole, tu as fabriqué tes petits objets, et puis d'un coup, tu les mets en scène, et après, tu les prends en photo, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est ça. Et donc, à cette période-là, c'est-à-dire tout au début, tout se passait dans une boîte dont simplement la face avant était ôtée, mais était donc ouverte sur le spectateur. Et puis petit à petit, cette boîte s'est un peu disloquée. Mais disons que alors ça venait aussi tout simplement parce que des fois, il y a des décisions qui sont prises dans le travail qui sont conscientes et puis d'autres qui sont simplement logiques, qui viennent simplement de toutes les manipulations qu'on peut faire. Et donc là, en l'occurrence, cette boîte, elle venait, je crois, des toutes premières tentatives en 3D, en fait. Puisque au départ, avant de commencer à penser à fabriquer moi-même l'objet, je suis passée par des logiciels 3D où effectivement, je fabriquais d'abord cette boîte-là, quoi. Et puis il y a évidemment le rapport théâtral, je pense, qui était intéressant avec cette boîte. Et bon, voilà. Donc là, il y a aussi le rapport aux matières. Hein. Ouais. Oui, alors là, par rapport aux matières, tu dis ? Ouais, c'est-à-dire que d'un coup, tu trouves des vocabulaires de matières aussi différents, c'est-à-dire que ça peut être le doré, le machin, le brillant. Ouais. Tout à fait. Alors, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui sont venues de la 3D, mais petit à petit aussi beaucoup de choses que j'ai voulu mettre de côté, puisque la 3D, c'est justement complètement lisse et que je perdais tout ce qui était matériel, en fait, tout ce qui était matière, texture des objets. Donc, c'est ça qui m'a emmenée vers la fabrication d'objets. Voilà. Et donc, évidemment, il y a tout un ensemble de matérialités qui arrivent, comme les reflets, comme les ombres, par exemple les couleurs des objets qui se reflètent les uns par rapport aux autres. Et moi, c'était ça qui m'intéressait parce que pour moi, évidemment, ces objets, ils ne sont pas complètement vides de sens. Ça a toujours été en fait des entités dans lesquelles chacun peut projeter ce qu'il veut, mais des entités qui se partagent un espace. Et c'est à la fois un espace imaginaire, un espace de projection, mais c'est aussi l'espace du tableau, tout simplement. Et là, en l'occurrence, dans cette série-là, il y a évidemment différentes dispositions de différents objets, mais le fait de commencer à empiler les objets, puisqu'au départ, ils étaient plutôt disposés horizontalement, le fait de commencer à les empiler verticalement comme ça, c'est aussi tout simplement pour pouvoir occuper tout l'espace du tableau. Donc de bas en haut et de gauche à droite. Et quand tu fais des compositions comme ça, tu te fais des histoires dans ta tête ou c'est juste formel? C'est-à-dire, tu penses que c'est bien composé, enfin, ça t'intéresse la composition, on va dire, formelle, ou il y a un peu des narrations quand même, presque des narrations abstraites, mais il y a... il y a souvent des narrations abstraites. Et donc, ce qui est drôle, c'est que ça a vraiment évolué en même temps que les objets eux-mêmes. C'est-à-dire que, évidemment, c'est plus difficile de se raconter des histoires avec avec des pierres ou avec des objets de cette sorte qu'avec des formes animales, comme je peux en faire maintenant, ou même des formes qui se rapportent à l'humain. Donc la narration, elle a accompagné en fait mon intérêt grandissant pour le vivant, en fait. Ouais, l'autre truc, c'est que là, on ne s'en rend pas bien compte, parce qu'évidemment, on est en image et que ce n'est pas un tableau en vrai et tout ça, c'est que c'était des peintures qui étaient traitées de manière assez lisse, quand même, tu étais assez à la surface comme ça, sans empattement ni rien. Et on va voir que ça va évoluer doucement comme ça dans ta pratique. Oui, exactement. C'est que ce traitement-là, il est relié au sujet, en fait. Et puisque ce sont des sujets
plutôt architecturaux hein, quand même si bon, le tableau s'appelle Ruines, donc les ruines, c'est pas lisse hein, justement. Donc c'est ça qui est assez drôle, c'est aussi que je traitais ce sujet des ruines, de l'érosion, etc., avec quelque chose de lisse. Et de la même manière, j'avais cette obsession d'avoir des tableaux très lisses, sans traces de pinceau, alors que quand tu utilises l'huile, c'est brillant et ça laisse des traces. Donc il y a toujours cette opposition-là. Évidemment, je travaillais aussi beaucoup avec des caches, ce que je fais plus du tout maintenant. Alors, quand tu parlais du fait que tu essayais de faire des tableaux qui étaient de plus en plus en vertical, on va passer au deuxième tableau qui s'appelle Volt, un diptyque. Et justement, ça, tu m'avais raconté que tu avais inventé ce petit système que moi j'aime beaucoup, que je trouve très poétique, comme ça, d'avoir des petits bâtons entre les cailloux et entre les morceaux de sculpture, justement pour arriver à avoir un volume plus grand, que moins plat et moins paysage, quoi. Ouais. Exactement, c'est toujours ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'occupation de l'espace du tableau, mais aussi l'occupation d'objets dans l'espace, c'est-à-dire là, en l'occurrence, leur légèreté. Parce que depuis le début, je travaille avec des objets en plâtre, donc forcément, c'est des objets qui vont plutôt nous faire penser à des choses lourdes, à des sculptures, voire des sculptures antiques, des ruines, etc. Et donc, ce dispositif me permettait déjà aussi de pouvoir voir les objets aussi d'en dessous, c'est-à-dire je rajoute un point de vue, mais aussi de tout d'un coup faire en sorte qu'il soit tangible, qu'il soit lourd et en même temps léger et qui commence à faire un peu les acrobates, comme le nom d'ailleurs du premier diptyque, puisqu'il y a d'abord eu un premier diptyque qui date, je ne sais plus, de 2014 ou quelque chose comme ça, avec le même type de petites tiges comme ça, d'articulation. Et celui-là, c'est une sorte de deuxième version où je complexifie encore les choses, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les reflets qui apparaissent, parce qu'il n'y avait pas à ce moment-là. Et puis, il y a aussi le fait que finalement, c'est un diptyque, mais ça pourrait aussi être... on peut le lire, en fait, soit en une seule image, soit en deux images différentes, puisque le mobile lui-même, il est uniquement... il est seulement sur une des deux parties, et on le voit, en fait, de deux côtés différents. C'est-à-dire que l'objet qui est situé à gauche en rose, un peu rose, sur l'autre, il est dans le fond et on le voit un peu plus à droite. Et alors ça, on ne l'a pas dit parce qu'on a évidemment, quand on se connaît trop, après, on ne sait pas dire les choses simplement, mais c'est les bouts de plâtre. En fait, tu les imbibes aussi dans des couleurs. C'est-à-dire tu fais monter la couleur comme ça dans les bouts de plâtre. Voilà. Tu les colories aussi de manière très... dans des encres, effectivement, et ça, c'est dû à des accidents en fait, à l'atelier qui font que j'ai réintégré ces pratiques-là dans le travail. Ce que je veux dire, c'est que quand tu as fait ta photo, une fois que tu as fait ta photo, tu es assez réaliste, c'est-à-dire que tu es assez appliqué à vraiment coller à ce que tu as fait comme composition et tout ça, quoi. On est d'accord, ouais. Exactement. Et tu utilises Photoshop ou pas du tout? Quasiment pas. Non, quasiment pas, parce que justement, j'ai très peu de marge de manœuvre avec la photo, et donc finalement, toute la liberté qui me reste, et qui me restait, parce que là, je parle vraiment de ces tableaux-là. Bien sûr. C'est différent, mais c'est vraiment le fond, en fait, déjà l'atmosphère du fond coloré, etc. Et puis, après, j'ai très peu de marge de manœuvre, parce que ça tient aussi au fait que c'est des objets qui sont presque informes, c'est-à-dire que moi, je m'évertue à leur enlever des détails, à les rendre de plus en plus étranges, de plus en plus vacants, ambivalents. Et donc, ces objets-là, si je ne suis pas exacte dans leur représentation et dans le peu de détails qui leur reste, eh bien, tout simplement, ils vont devenir informes et on ne pourra plus croire à leur existence en tant que sculpture, quoi. D'ailleurs, on va partager sur le chat un atelier ACT, donc c'est avec la DAGP et Arte, ils ont fait un petit documentaire sur toi où on te voit en train de photographier justement les petits dessins. On voit la taille de ce que tu utilises, c'est quand même tout petit, quoi, avec ton appareil photo. Voilà. Si vous voulez avoir une idée aussi de ton atelier. Et là, il y a quand même un gag, donc on va dire le gag. Je ne devrais pas dire le gag, mais en gros, un des enjeux quand même, c'est de peindre de manière très figurative et très précise des choses complètement floues, en conservant quand même ce truc qui serait le vocabulaire de la figuration, c'est-à-dire que en termes de reflets, d'ombre, de profondeur, de premier plan, dernier plan, tu as un jeu où tu restes très à rejouer le monde réel, quoi. On est d'accord?
Oui, complètement. Ouais, c'est pour ça que je passe par la photo, en fait. Il y a l'étape de la photo parce que des objets si petits, les peindre sur le motif, ce serait quasi impossible puisque justement dans mes mises en scène, c'est très très précis, c'est-à-dire que Mm. tel objet touche tel autre objet à tel endroit, recouvre son ombre va recouvrir l'autre objet à tel endroit, et donc bah, forcément quand on regarde des petits objets même à 1 mètre, le moindre déplacement de tête va faire que tout va se décaler en fait. Et là, quand tu fais tes fonds, tu les prépares, tu fais d'abord les fonds et après tu fais les figures ou tu fais, enfin, ça, je me suis demandé si tu avais vraiment une sous-couche ou pas, ou si tu faisais contourner carrément Tu les veux tout fonds. savoir. Tu Ouais. veux tous Pardon, les... bah non, mais ne me dis Non, pas si tu peux pas. non, non, ouais. On est là pour ça. Donc là à ce stade-là des tableaux, Ouais. je commence en fait par esquisser des couches très liquides sur les objets. Et ensuite, alors je ne sais plus si je cachais déjà, mais je crois que je Tu cachais mettais des encore. scotch déjà? Ah ouais. Je crois que je mettais encore des scotch à ce moment-là, Ah je ne me ouais. souviens plus. Et donc, ensuite, tout le fond est traité en une seule séance, en fait. Ouais, Donc, c'est ça. Ouais. Ouais. c'est finalement, c'est des tableaux qui ne sont pas si longs à faire, mais qui demandent des séances de concentration assez intenses. Et ensuite, une fois que le fond est fait, après, je vais réintervenir sur les objets et leur donner vraiment tout leur volume. Et alors, pendant qu'on y est, mais parce que c'est toujours sympa de raconter ça aux gens, c'est les reflets que tu fais. Donc, quand tu as une figure et après tu fais son reflet, tu peins les deux en même temps et après tu floutes Non, celui du. non, 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 justement, en fait, c'est que Ah, je faisais les reflets avant de faire l'objet. ah c'est marrant ça. C'est assez beau aussi dans l'idée, quoi. C'est-à-dire de faire que le reflet existe avant son objet, en fait. Ah, ok, c'est politique, ouais. Donc, bien sûr, moi, je l'ai sur la photo, Hmm. mais quand on est, bah, déjà, la photo, elle est toute petite, et puis le tableau, il est très grand, parce que ce tableau-là, il doit faire 2,65 m de long, je crois. Hmm. Donc, en fait, on est dans une ombre, enfin, on est dans un reflet qui est, par définition, qui est un peu flou. Enfin, non, d'ailleurs, parce qu'un reflet n'est pas flou. C'est aussi, c'est aussi drôle, c'est qu'en peinture, pour pouvoir faire deviner que c'est un reflet, ou pour que le spectateur identifie un reflet, eh ben, ça marche mieux quand on fait un flou, en fait. Même Ouais. si le flou n'existe pas en peinture, mais voilà, quand on simule un flou, euh, quand on simule un reflet, il faut qu'il soit un peu flou, quoi. Et d'ailleurs, on va voir ton geste se libérer, mais là, je trouve que dans ce tableau-là, qui est quand même encore un peu, on va dire, réaliste, très appliqué comme ça, très, très, très sérieux, très rigoureux, l'endroit où il y a un geste, c'est quand même dans les reflets, quoi. Où d'un coup, tu laisses un peu ça bave un peu quand même. Ouais, tu trouves que ça bave? Oui, je vois le jaune, là, l'encre jaune. Non, mais je veux dire, Ouais, tu laisses quelque chose qui, pour le coup, est de la peinture et pas ouais, forcément qui ouais. colle pas à la photo. C'est-à-dire Ouais, qu'il y a plein de peintres qui auraient fait ton bout jaune comme ça en frotté et après auraient repris en blanc autour pour faire le contour bien. Tu vois, ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que les tableaux apparaissent toujours. Bon, il y a même des gens qui vont jusqu'à l'hyperréalisme pour qualifier hmm. le tableau, mais bah, pour moi, c'est pas du tout ça, parce qu'évidemment, il y a plein de. Dès qu'on s'approche, eh ben, il y a plein de différentes façons de peindre, gestes de peindre, quoi. Et puis encore une fois, bon, ça, c'est un truc comme c'est un sujet important pour moi, c'est l'hyperréalisme, c'est peindre l'image. Donc d'un coup, il n'y a pas de rapport forcément à la matière. Tout est un peu très homogène, quoi. Voilà. Alors que toi, il y a quand même un truc où tu cherches la matière dans le. Ouais, complètement. Bah, Tu cherches à raconter quelque chose entre tes tiges et quoi. Comment? sinon, j'aurais pas envie de peindre cette image, c'est sûr. Ouais. Oui, oui, mais c'est un truc Si que je par peux pas, rapport. ouais, tout à fait. Si je Mais peux c'est pas, presque c'est presque la question du réalisme après la photo, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, on a un ouais. degré de précision qu'on peut avoir grâce à la technique, mais ça ne veut pas dire qu'on est hyper réaliste tout de suite dès qu'on travaille d'après photo. Voilà, Mm. Mm. petit sujet. Et alors là, on va passer au troisième tableau qui s'appelle Neptune, qui date de 2018. Oui. Et d'un coup, ça change un peu quand même. Voilà, on est parti dans un truc plus pictural où. Ouais. Alors, ce que j'ai pas dit sur le tableau Pardon. précédent, c'est parce que en fait, le contexte dans lequel je fais les tableaux est souvent des séries, parce que je travaille Ouais. par série. Euh, et le contexte est vraiment important. Et donc, dans le tableau précédent, ça fait partie d'une série que j'ai faite à la résidence Saint-Ange à Grenoble. Voilà, où là, Ça a l'air j'ai beau en vraiment plus comme endroit. énormément produit. C'est un super atelier. Ouais. Enfin, vraiment, même si je n'aime pas dire le mot produire, mais bon, disons que j'ai beaucoup peint là-bas parce que toutes les conditions étaient réunies, quoi.
Et donc, Neptune, ça fait partie d'une série de trois grands tableaux donc voilà, qui font 2,20 m sur 1,60 m. Alors, ce n'est pas vraiment une résidence, mais disons que c'était une invitation dans un centre d'art qui s'appelle la Chapelle Jeanne d'Arc à Thouars, donc un lieu qu'on ne saurait situer. Et à chaque fois qu'on me demande, je ne sais jamais trop. On ne sait pas ce qu'ils votent. Ouais. Mais disons que voilà, c'est un centre d'art donc, dans une ancienne chapelle et il se trouve qu'au-dessus des bureaux du centre d'art, il y a un centre de géologie et donc c'était un peu aussi l'objet de l'invitation puisque voilà, Sophie qui m'avait invitée à l'époque avait un peu une idée derrière la tête puisqu'effectivement j'aime bien dire aussi que je peins des sortes de faux fossiles puisque le fossile, c'est un moulage, mais fait par le temps. Et donc, voilà, moi, c'est des fossiles à échelle humaine, on va dire, à échelle de temps humain. Et donc, toute cette série-là, elle est aussi basée sur toutes mes observations là-bas, donc dans le centre de géologie, sur la ville de Thouars, parce que la ville de Thouars a donné son nom en fait aux Thoarciens, donc c'est vraiment c'est une ville géologique, quoi. Et donc, il y avait dans cette ville, en fait, il y avait vraiment ce sentiment d'un temps géologique très, très long qui est impossible à penser pour nous, et puis et d'un temps humain. Bon, voilà, tu en parlais un peu tout à l'heure en introduction, c'est un peu toutes ces problématiques-là. Et donc, j'ai complètement, là, je me suis pour le coup raconté une histoire complètement différente. Et puis, il y avait ce renversement, en fait, justement de l'espace du tableau. C'est-à-dire qu'habituellement, tout à l'heure, je disais, j'avais envie de monter dans l'espace du tableau verticalement. Et là, c'était plus en fait l'envie de creuser dans le tableau en profondeur. Et donc de travailler par... Les abysses. Voilà. Ouais. Là, c'est ça, les abysses, mais qui seraient devant nous au lieu d'être au-dessus de nous. Ou en dessous de nous plutôt. Et là, ça change complètement la façon de peindre. C'est ce que j'aime aussi, c'est qu'à chaque, comme je disais tout à l'heure, chaque nouveau centre d'intérêt, ça va changer aussi la manière de peindre. Et donc, moi qui détestais les glacis, et bien là, ces tableaux-là, ils sont faits que de glacis, sauf les dernières couches où les objets sont peints vraiment plus en épaisseur. Mais en gros, donc, les glacis, c'est des couches transparentes. Hein. Je fais mon petit pédagogue. Voilà. Exactement. Avec quand même des choses un peu plus gestuelles qui étaient, qui étaient complètement déplacées par rapport au même des reste couleurs avec de la profondeur, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, c'est ça. Et donc, les trois tableaux en fait marchent ensemble. Bon, comme on peut montrer que 5 tableaux, j'en ai montré qu'un ici, mais ils marchent ensemble puisque les objets qu'on voit dans le fond de ce tableau-là sont au premier plan dans un des autres tableaux du triptyque. Et là, d'un coup, l'espace que tu as peint, tu dirais que c'est un espace presque mental, alors? Ou c'est un... Et là, ouais. Alors là, c'est pareil, il y a aussi des ombres et tout ça, mise en place. Voilà, évidemment, il y a tout un stratagème qui me permet quand même de garder quelque chose de réaliste dans l'espace. Mais là, c'est vraiment la couleur en fait qui va créer cet espace complètement mental. Mais il y a bien une photo qui ressemble à ça, ouais, de manière très proche à ça. Et alors, l'autre blague que je voulais raconter, c'était, je t'avais demandé qu'est-ce qui avait fait que tu aurais pu... Alors ça, j'ai fait une interview de toi dans Citizen Cash, on partagera le lien. Et je t'ai demandé qu'est-ce qui avait fait que tu t'es intéressé comme ça autant aux pierres et tout ça. Et tu m'as dit, ah non, je sais pas trop et tout. Puis après, 2 secondes après, enfin, ça m'amuse beaucoup chez les artistes. 2 secondes après, tu m'expliquais que ton père vous amenait voir des vieilles pierres à peu près partout en France pour prendre des photos en noir et blanc de bouts de pierre, c'est ça? Et ça, déjà, j'avais regretté de te l'avoir dit. J'aurais pas dû dire. Non, mais c'est drôle. Il sera content, je suis sûre qu'il doit écouter, il sera content. Voilà. Effectivement, il photographiait, il est passionné de vieilles pierres et il photographiait, il était obsédé par le fait de faire des photos sans personne, sans figure devant, parce qu'on se rendait mieux compte de l'architecture, en fait. Mais tu m'as dit, il photographiait aussi des cailloux, quoi, quand même. Des cailloux, enfin, un peu abîmés, de ruines, non? Mais on ne va pas parler de toute ma famille. Non, d'accord. Ok. Mais enfin, il y a un truc quand même il y a un truc très profond comme ça de lien à ces choses-là, quoi. Oui, complètement, ouais. Mais je pense que ça vient de plusieurs endroits, effectivement. Et puis bon, et voilà, en Normandie, c'est aussi c'est la côte des Blocos aussi, donc il
il y a ça. Ouais. Ouais, moi, je le tiens aussi de ça, le côté minéral, quoi. Et justement, comme on va passer bientôt au mode on va dire, organique, dans le côté minéral, il y avait aussi quelque chose de l'ordre du tombeau ou Ouais, de complètement. la Ouais. trace de ce qui reste. Ça, tu peux Ça, en parler un petit peu ça, ou... c'est vrai que le tombeau, c'est un truc un peu obsessionnel aussi, mais bon, pareil, on va pas faire une psychanalyse, mais c'est. Si tu pouvais pleurer, ça m'arrangerait. Non, mais c'est vrai que j'ai fait plusieurs tableaux, mais qui sont à la fois. Enfin, ça revient à chaque fois, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le tombeau de façon symbolique, c'est le tombeau parce qu'il est ambivalent aussi. C'est-à-dire que j'ai fait des tableaux qui ressemblent, en fait, on ne sait pas si c'est une piscine ou si c'est un tombeau. Voilà, Hmm. si c'est une boîte. Bon, ça, c'est pareil, il y a plein de. Les minimalistes, ils ont Mais pas mal. l'informe, c'est aussi la décomposition. C'est ça que je veux dire. C'est que quand on ne sait pas trop quelles sont les formes, quelle forme a la chose, c'est aussi une manière de parler de décomposition. Oui, bah oui, tu veux dire Désolé, de. hein, tu ne veux pas y aller, mais... Non, non, vas-y, non, mais tu peux me le reformuler autrement. Non, mais Euh, ce que je veux dire, c'est que mais- quand tu dessines, quand tu peins de manière très précise des choses qui sont oui, informelles, il y a aussi ce truc, enfin, tu sais, c'est le soleil comme la mort se regarde pas en face, mais il y a quand même cette chose-là de regarder les traces de la décomposition, quoi. oui, ouais. Ouais, mais c'est vrai que oui, parce que moi, j'emploie plus le mot d'érosion, mais c'est la D'érosion. même Ouais. chose, c'est le mot qui, c'est Non, mais c'est érosion, le passe, c'est pour les cailloux, mais décomposition serait ouais, plus pour les bêtes, quoi. pour le corps. Ouais, mais bah ça, du coup, on peut, enfin, ça va peut-être arriver justement avec Bah les voilà, tableaux. je faisais une transition, en fait. Essayer correctement et je viens seulement de comprendre, mais vas-y. Non. Mais non. Et ce qui est drôle, c'est que par contre, c'est pas ce côté un peu morbide, on va dire. Il est pas forcément présent dans une expo. Enfin, il y a une joie aussi dans tes couleurs, dans ta manière Et par contre, c'est c'est presque en kiss cool, en deuxième goût, qu'il y a ce truc-là de bah oui, quand même, il y a ça Ouais. tourne autour de ça, quoi. Bon. Oui, oui, exactement. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là parce que ça revient. Bah, par exemple, j'ai fait une exposition à Dijon il y a 2 ans, bah, en plein Covid et tout ça. Et c'est vrai qu'il y avait tout ce truc autour de la mort. C'était pas lié au Covid, mais Mhm. je me suis vraiment rendu compte que ça suivait dans le travail. Et donc, j'avais invité, puisqu'on me proposait d'inviter une personnalité, j'avais invité une archéologue funéraire. Et en fait, on a eu vraiment plein de liens, plein de discussions vraiment super intéressantes autour du travail, quoi. Ça, c'est en ligne ou pas? On peut. Et ça, c'est ouais, c'est toujours en ligne. Ah, il faut aller voir ça. On va mettre le lien, c'est Je vraiment mettrai, super. ouais, je chercherai bien, je le mettrai. Ouais. Germaine. Et en plus, elle s'appelait Germaine Depierre. Très bien. Donc, Alors, on va passer au quatrième tableau qui s'appelle Soria. Et d'un coup, bah, ça devient organique. ça devient de plus en plus organique. Donc, il y a toujours Donc, les toujours ce reflets. paysage, ouais, mais... Toujours les reflets. Mais donc, effectivement, donc en fait, je disais tout à l'heure que les objets ont évolué comme ça, mais ça s'est vraiment fait, vraiment, c'est passé d'un règne à l'autre de manière progressive comme ça. C'est-à-dire que voilà, on a vu tout à l'heure, les tout premiers, c'était vraiment en référence à l'architecture. Et j'avais vraiment un intérêt fort pour Hmm. l'architecture. Voilà, d'ailleurs, j'étais partie même en Allemagne pour étudier auprès de sculpteurs architectes. C'était quelle Euh, école, ça? Tu m'avais dit, mais c'est J'étais à Düsseldorf, du à la Düsseldorf, ouais. Académie. Ouais. Et puis ensuite, bah, je suis arrivée à la Cité des Arts. J'ai commencé, donc c'était à Montmartre, dans un superbe jardin que certains connaissent. Et donc là, en fait, j'ai tourné vraiment vers le végétal. Mais même si, en fait, tout ça, c'est pareil, c'est présent. Tous ces intérêts-là, ils sont présents depuis très longtemps. Mais ils vont se manifester au fur et à mesure du contexte, comme je disais tout à Hmm. l'heure. Et donc, petit à petit, ben voilà, les lectures, etc., se dirigent plus vers le règne animal. Et puis, bon, le Donc là, règne tu avais humain, une non résidence en seulement. vivarium. Comment? Tu avais une résidence en vivarium. Et- Voilà, ça aurait pu. Mais, euh, donc, ça, c'est pareil, voilà, ça arrive naturellement, presque sans que je m'en rende compte. Et puis, ça fait aussi, par exemple, il y a certains petits objets que j'ai chinés il y a 10 ans et puis qui sont restés sur l'étagère et Hmm. puis d'un coup, j'utilise, que j'ai envie d'utiliser parce que les deux, en fait, sont liés. C'est-à-dire que parfois j'ai envie de peindre des choses avec
plus de texture, etc. Et donc, j'ai besoin de sujets qui sont plus comme ça. Parfois, c'est l'inverse. Et où j'ai envie de traiter, j'ai envie de parler de telle chose. Et là, je vais aller chercher les objets qui correspondent. Et là encore, on ne le voit pas trop en reproduction, mais on le voit très fort quand on voit les tableaux, c'est que tu as aussi changé ta manière de peindre dans ces tableaux-là. Ouais. C'est-à-dire que tu vas être moins homogène dans ta manière de peindre, c'est-à-dire qu'il y a un objet qui est très peint, très dense et tout ça, puis d'un coup, celui de derrière, il est un peu plus lâché, avec même de la réserve de blanc, où on a un sentiment de... J'allais te dire, c'est le premier tableau où j'arrive à laisser du blanc, le blanc, tu vois, sinon c'était impossible pour moi avant. Ouais, voilà. Voilà. Mais et puis c'est des moments, tu vois, il y a des moments où voilà, tu as certains peintres qui s'invitent. Évidemment, Gilles Ayot, hein, c'est un de mes peintres préférés. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans la sélection d'après, mais ouais, c'est ça, c'est qu'au fur et à mesure de l'évolution, il y a aussi des nouveaux peintres qu'on convoque quand on est en train de peindre. Et d'un coup, c'est comme si tu trouves aussi un vocabulaire par rapport à la photographie, je trouve. C'est-à-dire que, par exemple, la forme à gauche au premier plan, elle a une densité par rapport à celui du fond c'est comme si tu avais presque poussé la photo, quoi. C'est-à-dire les effets qu'on peut avoir en photographie de flou, de net et tout ça, d'un coup, c'est poussé par la peinture, quoi. Ouais, complètement. Et après, il y a aussi le déploiement de ces formes entre les reflets et ces formes-là. Il y a toujours ce truc d'être entre le plan du tableau, c'est-à-dire qu'elle se déploie presque de manière plate, en fait, comme un test de Rorschach presque. Et en même temps, on peut aussi le lire dans la profondeur de l'espace qu'on imagine, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, cet objet il est plutôt au premier plan, cet objet est plutôt complètement à l'arrière-plan. Donc, ce que j'aime bien, c'est en fait de penser le tableau comme un espace sculptural, c'est-à-dire qu'on peut à la fois le voir de manière plane, mais aussi de rentrer dedans. Oui, mais alors, il y a quand même un truc où tu es plus dans la... Enfin, quand je dis plus dans la peinture, c'est que tu es moins dans la photo, on va dire dans la figuration réaliste, parce que, par exemple, si on regarde les bords de tes formes, des fois, tu te permets d'être très net. Et c'est d'ailleurs très beau, les rapports entre la netteté et le flou derrière. Puis des fois, tu es flou aussi. Tu as le crocodile au fond. Bah, le bord, il n'est pas détouré comme les autres, quoi. Et donc, ça crée un truc aussi un peu mental. D'un coup, l'espace est plus ambigu et moins figuratif, enfin moins réaliste, on va dire. Bah là, en l'occurrence, c'est vraiment le jeu des reflets, parce que Ouais. je crois que celui du fond, la forme du fond, tu vois, des fois, moi, je ne sais même plus, mais la forme du fond, je crois que c'est le reflet du crocodile qui est au premier plan, Ah oui, d'accord. il me semble. Okay. Et donc, ces reflets ont eux-mêmes leurs propres reflets. D'accord. Et là, tu fais toujours ton même coup de commencer par les reflets et après peindre des formes qui se reflètent? Non, là c'est vrai que là, il n'y a plus de... Non, là, il n'y a plus de manière de faire, plus du tout, en fait. Non, ça peut... Et alors, je voudrais aussi qu'on parle des couleurs de tes tableaux, parce qu'elles ont des couleurs très caractéristiques, qui sont très artificielles. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... le vert, par exemple, là, le vert, il est vraiment acide. C'est pas un vert, on va dire, de plante ou je sais pas quoi. C'est pas un vert profond. Tu as des bleus, des roses, des choses comme ça. Ça, c'est important pour toi d'avoir des couleurs aussi plastiques qui peuvent être atténuées, hein, mais il y a quand même ce truc-là de couleurs, on va dire, chimiques, de bonbons Haribo. Ouais. Bon, ça y est, en fait, ça a déjà répondu à la question, parce que c'est ça le sujet. Non, t'es trop fort, Thomas. Non, je suis pas trop fort. On a trop parlé, c'est tout. Non, mais c'est ça, ça répond au sujet, en fait, puisque je veux que le sujet ait cette apparence artificielle, forcément, c'est beaucoup plus compliqué avec des couleurs chaudes, même si le tableau d'après va me contredire. Et justement, il va pas me contredire, parce que justement, on sera beaucoup plus dans des choses incarnées que sur ces tableaux-là. Donc oui, artificiel, chimique, oui, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui permet de donner une tension aussi au tableau. Il y a un côté mauvais goût aussi, que tu aimes bien ou pas? C'est quand même des... ça, je l'assume pas du tout. Ouais, j'essaie de trouver... Non, c'est de très bon goût, je trouve. Non, mais c'est de bon goût. Quand je dis mauvais goût, c'est que c'est des couleurs pop, quoi. Il y a un côté... Non, mais parfois, ça peut... Une séduction. Quand je me laisse aller, ça va même du côté du psychédélique, et là je m'arrête. Ouais, Volt, toi, je trouve qu'il y a une séduction très forte des couleurs aussi, c'est-à-dire des harmonies colorées. Et ça, non, mais tout simplement, les couleurs, c'est aussi que, et voilà, dès que je fais des couleurs chaudes, je trouve ça me convient pas du tout, quoi. Attention à passer au dernier tableau. Ça me convenait pas, cette période-là.
On passe au dernier tableau qui, justement, je trouve est moins séduisant au niveau des couleurs. Parce que bon, Arrête de me contredire. tu utilises une couleur qui est très dure, qui est le orange. Donc, c'est cette couleur. Voilà. Donc là, Ouais. le dernier tableau qui s'appelle Buste, Ouais. où là, il y a vraiment des gros contrastes de matière. On va ça, pour le coup, on va le sentir sur les reproductions, mais il y a vraiment des gros contrastes où le premier plan est vraiment très dense. Et Mm. tu peux nous en Ouais. parler un petit peu? Ouais. Ouais, ouais. Bah, justement, donc ça c'est pareil, c'est une série à part entière où là Donc ça, c'est 2021. Hein. Ouais. voilà, donc très récent, où là je me concentre vraiment sur le fait de pouvoir, dans le même tableau, avoir des parties qui sont très texturées, c'est-à-dire on peut voir un objet en fait, c'est quelque chose qui arrive jamais dans la réalité, c'est de pouvoir voir un objet de très près, donc de manière fragmentée, et donc de voir vraiment sa texture, ce qu'il compose, et en même temps de le voir dans son ensemble. Alors là, on ne le voit pas totalement dans son ensemble, mais on a quand même une idée de sa forme globale. Mmh. Le reflet dans le tableau peut permettre ça. Et particulièrement dans le tableau, parce qu'on pourrait se dire dans une photo, on peut avoir aussi, mais sauf que là, dans le tableau, on a aussi la matérialité du tableau, la matérialité de l'objet qui est au premier plan. Et, et donc, toute cette série-là, elle est basée là-dessus, sur voir un objet de près et fragmenté, et voir son ensemble, mais dématérialisé, presque irréel. Donc tout ça, ça vient aussi de lecture. Hein. Je ne leur donne pas le Mmh. contexte, mais disons que là, ça vient quand même. Enfin, si je le redonne, justement, c'est que ça vient. Ces préoccupations-là arrivent au même moment où je commence à lire Tristan Garcia, Forme et objet, un traité des choses. Donc tous les mots du titre correspondent, enfin, m'enjoignaient fortement à le lire, quoi. Et là, il y a aussi un truc pictural où tu t'es beaucoup plus lâché. Alors oui et non. On a cette sensation, en tout cas, de plus de liberté, quoi. Ouais. Lâcher, je sais pas, mais disons que c'est pareil sur cette série, en tout cas pour tous les petits formats. Il se trouve qu'en dessous, il y a plein d'autres petits tableaux, en fait. C'est-à-dire que j'ai aussi une pratique à côté depuis quelques années où je peins totalement librement, c'est-à-dire sans image de départ, sur des Mmh. petits formats, et puis que je recouvre au fur et à mesure, parce que c'est vraiment juste des gestes qui m'intéressent, des choses que je trouve au fur et à mesure. Ça nourrit aussi le reste du travail, et donc parfois c'est le lieu pour un dernier tableau, dont celui-ci. Et donc forcément, la matière du tableau est plus du tout la même, parce qu'il y a des recouvrements, il y a des traces aussi Mmh. Oui. des tableaux précédents, quoi. Mais ça, c'est quand même un changement par rapport d'où tu viens. C'est-à-dire tu venais d'une Voilà, peinture ça très c'est un lisse. gros Ouais. changement, c'est-à-dire de ne pas savoir à quoi va ressembler le tableau avant la fin du tableau, ce qui était tout l'inverse au Mmh. début. Ouais. Ça, tu as du plaisir à ce non-contrôle ou ça fait plus Oui, peur ou bien c'est... sûr, Ouais. c'est ce que je recherchais. Mais c'est pour ça que c'est ça qui est beau de voir dans l'évolution d'un artiste en général, c'est de voir comment on vise quelque chose. En fait, on va vers quelque chose, et puis on met en place ce qu'il faut pour aller vers ça. On ne l'atteint jamais, mais ça se construit petit à petit. Ouais. Et alors là, on va poser une question. On va passer à la suite après, mais c'est le fait d'essayer de peindre encore une fois des choses qui n'ont pas sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots. C'est aussi une manière de ne pas te les accaparer ou de laisser les choses ouvertes pour le. Ouais. Parce que Ouais. par exemple, donc c'est la question de l'identité. Alors, on va pas se passer en philosophie direct. Je suis épuisé en plus, donc c'est n'importe quoi d'y aller, mais, mais c'est la question de l'identité. Lance-toi. C'est-à-dire comment? Non, mais c'est la question de l'identité, Lance-toi. c'est-à-dire à quelle échelle on est. Là, quand Ouais. tu parlais du fait d'être de très près ou de très loin et tout ça, c'est encore une fois, on sait que par exemple, notre corps, il est couvert de parasites, de choses dans le ventre et tout ça. Il y a plein d'extériorités et tout ça. Donc c'est la question de qu'est-ce qui fait l'identité de quelque chose, même quand c'est une forme abstraite. Bah, en fait, de près, de loin, il y a presque, on ne sait pas à quel moment la forme est finie, quoi. Je sais pas Oui, puis si en ouais. plus, oui, puis Tout est beaucoup plus bon, ouvert que. Ouais. ouais, et puis là, bon, alors là, c'est vrai on pourrait vraiment s'embarquer sur une très, très longue discussion, mais Mm. le fait effectivement de fragmenter l'objet, bon là, ça vient aussi Tristan Garcia en parle justement, et j'en parle souvent sur cette série. Il parle d'un extrait de Proust, donc à la recherche du temps perdu, où le narrateur en fait observe son aimé, son être aimé en train de dormir, et puis il recherche en fait l'essence de sa bien-aimée. Et donc, il va en fait s'approcher et décomposer
justement ce qui la compose. Donc, il va regarder ses sourcils, ses yeux, ses pommettes, etc. Et plus il va chercher son essence en la décomposant, plus il va la perdre, en fait. Donc ces tableaux-là, moi, j'ai vraiment ça en tête quand je le fais, c'est d'avoir les deux visions des choses en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on est composé de plusieurs, comme dirait Tristan Garcia, justement, on est composé de plusieurs objets, et tous ces objets forment une forme. Voilà. Et c'est aussi une question d'échelle. Et c'est aussi, évidemment, une question d'échelle et de point de vue, surtout. Ouais. Et donc après, si tu veux aussi partir sur la question d'identité, évidemment, c'est que ces objets-là, alors pareil, on pourrait dire, comme Tristan Garcia, tout est chose, rien n'est plus chose que chose, mais ça va changer. En fait, on peut la nommer différemment selon ce qui compose une forme, ou bien qu'est-ce qui est composé par cette forme. Voilà. Qu'est-ce qui est composé par ces objets, pardon. Oui, si je parle là-dedans, ça devient c'est cool. Complexe, mais enfin voilà, c'est vrai que toutes ces histoires-là sont vraiment très très importantes dans la façon dont je vais mener chaque série. Il y a vraiment toutes ces lectures-là avant. Et donc évidemment, alors il y a aussi la question du double, parce que est-ce que cet objet qu'on voit dans le fond, c'est l'objet qui est représenté, ou bien c'est son double, c'est un jumeau. Ça peut être aussi ça. Ok. Et évidemment, si tu parles pas, je continue. Non, je te laisse. Évidemment, ce qui m'intéresse aussi, c'est, je dis toujours que ces objets-là, les petits objets de départ, je leur donne d'autres potentiels d'identité. C'est-à-dire que un animal peut devenir une pierre, et inversement, peut devenir plusieurs formes à la fois. Et je pense que j'ai besoin de ça aussi, parce que j'ai choisi un type de peinture qui peut être assez autoritaire, enfin on pourrait l'appeler assez autoritaire, parce que très réaliste, même si ça c'est à discuter aussi. Mais justement, donc j'ai besoin que ces objets-là, ils restent complètement vacants et libres d'interprétation. Et c'est ce qui m'intéresse le plus dans le travail, en fait. Et le fait de passer par la peinture, c'est aussi cette chose-là je pense à un fossile. Un fossile, c'est du vivant qui est devenu caillou, quoi. Ouais. Et là, la peinture, c'est quand même aussi d'incarner quelque chose avec de la boue au départ. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. En fait, tu redonnes une matérialité et de la vie à quelque chose qui est inerte. Mais ça me fait penser à une petite vidéo que j'ai vue dernièrement qui était assez belle. C'est une petite fille qui doit faire un exposé sur le vivant et sur les êtres vivants. Qu'est-ce que c'est les êtres vivants? Et donc elle commence à dire voilà, il y a les humains, il y a les plantes et les pierres. Ouais, c'est assez beau, quoi. Et bon, après, quand tu lis Roger Caillois et tout ça, évidemment, tu vois. Encore une fois, c'est une question de point de vue, parce que oui, les pierres sont vivantées également. Mais, oui, tout à fait. Ouais. Alors, on balance ça comme ça. Non, mais... ça se coupe. D'accord. Non, mais je pensais, j'allais partir sur la question de la mort, parce qu'on ne sait pas à quel endroit. Je vois bien que tu veux y revenir. Ouais. Non, mais la question de la mort, c'est-à-dire on ne sait pas si la mort, c'est pas à quel moment on est mort, parce que quand on se décompose et tout ça, c'est encore du vivant, tu vois, c'est tout le truc de. Ouais, tout à fait. Justement, c'est la question de l'identité, c'est qu'est-ce qui se perd à ce moment-là, quoi. Mais bon. Voilà. Bon, passons, parce que ce qui est intéressant avec les histoires d'écologie et tout ça d'aujourd'hui, c'est que vraiment on se rend compte que tout circule dans tout, que c'est un. Rien n'est fixe, c'est figé. Qu'on n'est plus en dehors de la nature et qu'on n'est plus. On n'est plus dans le décor. On est le décor. Voilà. Il n'y a pas d'ailleurs. Et alors, on va passer à la deuxième partie de notre émission. Excuse-moi, j'étais parti dans ces trucs-là. Donc, je te demande une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, comme dans mes tableaux, il y a la mort, mais en même temps, ça reste joyeux, tu vois. Ouais, bien sûr. Encore une fois, elle est là. On va pas la. Tu vois, c'est moi l'argument de fuir la mort, je ne comprends pas, mais bon. Je me suis même dit, c'est peut-être la seule règle de l'histoire de la biologie qui n'a pas d'exception. Oui, c'est beau. Je sais pas, mais voilà. Excusez-moi, j'ai pas assez dormi, donc je pense à la mort, c'est comme ça. Alors, du coup, je t'ai demandé une peinture de l'histoire de l'art qui était importante pour toi, et tu m'as proposé un tableau de Paula Modersohn-Becker. Ouais. Il y a une expo il n'y a pas longtemps, c'était au Musée d'Art moderne, je crois. C'était au Musée d'Art moderne, ouais. C'était en 2016.
Et donc, alors, je connaissais déjà un petit peu cette artiste avant, elle est pas très connue, mais c'est un ami qui m'en avait parlé déjà. Et donc, alors, à l'allemande, c'est Paula Modersohn Becker. Ah oui, pardon. Et c'est pas grave, hein, je l'ai longtemps prononcé Modersohn. Et bah donc, alors, c'est pareil, hein, j'aurais pu en citer tellement des Et pourquoi ce tableaux. tableau Nunuche alors? On embrasse Bah, justement, Nathalie Herbelin. Ouais. ouais, non, donc je le trouve justement pas du tout nunuche, quoi. Je le trouve magnifique. Bon, c'est aussi, j'ai choisi en fait un des tableaux, que j'aurais pu en choisir d'autres, hein. Bien Mais bon, sûr. j'ai choisi Ouais. celui-là parce que je trouve qu'en fait, peindre des visages d'enfants, c'est toujours très difficile. Parce que dès qu'on met une nouvelle touche, on a l'impression de lui donner une ride, en fait, de lui ajouter une ride. Et je trouve que ce qui est très beau, c'est que c'est un tableau qui est justement très en matière, très texturé, avec beaucoup de gestes et qu'elle garde ce côté dépouillé, en fait, très, comme il y a dans tous ces tableaux d'ailleurs. C'est ce côté très délicat, quoi, alors qu'elle peint avec des gestes quand même assez empâtés, quoi. Il y a ce côté-là. Et puis bon, c'est aussi parce que c'était une artiste qui était pas très connue, enfin qui l'est toujours pas tellement en fait, surtout connue dans les pays germanophones. Et puis, c'est aussi l'histoire de cette artiste, quoi. Déjà, elle est décédée très, très tôt, elle est décédée à 31 ans. Et puis, je crois que c'est une des premières à avoir fait un autoportrait nu. Je crois que c'est une des premières artistes qui a fait ça. C'est son autoportrait enceinte. Voilà, bon, elle est décédée, je crois, juste après son accouchement. C'est pas très gai. Mais voilà, ça parle un petit peu aussi de sculpture, je trouve, de sculpture ou de modelage. Ouais, bah là, on sent le. Ouais. C'est ça, enfin voilà, on Même sent la main. vraiment comme, Ouais. tu vois, dans certains portraits de Modigliani, où tu sens vraiment ouais, les joues le modelé des joues, le volume des joues, etc. Et puis il y a toute cette géométrie que j'adore, la géométrie de la main, la géométrie du quadrillage. Et la Voilà. matière même de la peinture, t'aimes bien? Le côté Et sec comme voilà, ça. et en fait, moi, Ouais. c'est vraiment, ça, c'est ce que c'est ce que je viserais, en fait, c'est ce que j'ai envie de Ok. viser, tu vois, mais que je suis incapable de faire. Mais c'est plutôt cette peinture-là que j'ai envie de regarder, tu vois, enfin, que je regarde. J'aurais pu citer Myriam Khan parce que c'est vraiment mon Ouais. artiste, l'artiste que je regarde depuis tout le temps. Mais Mais là, il bon, y a ouais, moins cet effet de elle a déjà été pas ouais. mal citée aussi. Mais C'est Cécilia Granara qui nous avait parlé. Mais ouais, là, il y a un effet de moirage de la matière aussi. C'est-à-dire que d'un coup, il y a tellement de matière qui s'accumule que ça crée ouais, un truc flou. ouais. Ça, c'est peut-être quelque chose qui t'intéresse dans tes crêtes d'animaux, là. Ouais. Ouais, possible, ouais, ouais, Mm. c'est vrai qu'il y a des effets de lumière, comme dans n'importe quel tableau, mais on voit bien comment elle pose sa lumière, ses blancs, etc. Elle pose vraiment ouais, comme une sculptrice pour moi. Mais j'ai tendance à être un peu obsédée par la sculpture et donc à en voir un peu partout. D'ailleurs, on n'a pas pu le voir parce que malheureusement, mais tu as fait une très belle série autour du travail de Brancusi, de Renoir et de Rodin. Et Notamment, oui, en fait, il y c'est des avait beaux plein tableaux. Ouais. des Ouais. modèles, enfin, il y avait Ah, un peu tous les masters allez voir son la site parce que c'est sculpture très et beau. Barbara Epworth surtout après. Ouais. Et oui, Ah oui, oui, parce que j'ai ça avait fait une expo en Angleterre là-dessus. Ouais. ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, je t'ai demandé une œuvre de l'histoire de l'art que tu n'aimais pas, que tu ne comprenais pas encore ou que tu rejetais. Et là, tu me tapes sur Hubert Robert, quoi. Non, alors Pourquoi? là, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à Qu'est-ce répondre à qu'il a cette fait? question Qu'est-ce parce qu'il a fait? en fait, à chaque fois que je repérais un artiste en me disant tiens, ouais, tiens, lui, c'est vrai que non, j'ai jamais vraiment compris et tout. Ouais, Et le problème, c'est qu'en fait, dès que tu commences à t'intéresser à un artiste, tu peux plus dire ah, j'aime pas. Tu peux ouais, dire bien sûr. banalement j'aime pas. C'est impossible. Enfin, quand tu prends en tout cas des artistes d'un certain niveau. Et donc, là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé aussi. C'est-à-dire que pourquoi j'ai pris Hubert Robert? Parce que c'est un artiste auquel on me renvoie très souvent. J'aurais pu prendre Dali, tu vois, Ah, le ou côté les ruines, oui, bien sûr. Tanguy. Ah Ouais, oui, ouais. voilà, forcément, Hubert Robert, on y renvoie puisque ruine. Alors que moi, le sujet de la ruine, finalement, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais c'est pareil, c'est pas du tout le côté. Parce que chez Hubert Robert, finalement, ce qui l'intéresse, c'est de créer, c'est vraiment le récit, quoi. Oui, C'est c'est le romantisme de la j'entendais, situation. voilà, mais c'est même d'ailleurs pas tellement le côté, enfin, c'est pas tant le côté romantique que le fait de pouvoir raconter des histoires Mm. et de pouvoir modifier comme un jeu, en fait. Enfin, j'ai entendu dire de lui que c'était comme un romancier, c'est-à-dire que voilà, il va adapter la réalité, parce qu'il est quand même super précis dans tous les détails, etc. Mm. Mais il va l'arranger
mettre en place un récit, quoi. Et donc, bon, justement, ce qui s'est passé, c'est que, en disant, tiens, finalement, j'ai jamais voulu m'intéresser à Hubert Robert parce que pour moi, c'était ce côté romantique. Que finalement, comme j'ai lu un petit peu dessus pour l'émission, et que en plus je t'ai dit, tu peux me mettre n'importe quel tableau, je Ouais. pense que je pourrais dire que j'aime pas. Et celui-là, il est quand même magnifique. Donc, voilà. Ouais, j'essaie de le défendre un peu. Parce qu'il y a évidemment, Il y a la pas lumière. tout ça, parce que par exemple, la prise de la Bastille, tout ça, la lumière n'est pas aussi belle que dans celui-là. Tu vois, il y a plein de tableaux où la lumière n'est pas aussi bien travaillée que. Mais il a dans sa petite touche celui-là. ronde quand même qui est charmante, quoi. Allez. Voilà, et puis alors, moi, bon, ça par contre, c'est ce que j'aime pas. Et puis il y a ce souci du détail qui est vraiment trop. Qui est parfait. Qui n'est pas compatible avec, avec un chemin vers l'abstraction, par exemple. Ah non, mais ça va, c'est pas l'époque, mais regarde le plafond là, avec le foin et tout, c'est joli, quoi. Il y a un truc, c'est abstrait, ça, quand même. C'est-à-dire que là, non, justement, je ne peux pas y voir autre chose. Mais celui-là, ce que j'aime, c'est quand même la confrontation des deux architectures, une architecture un peu primitive, avec le guingois en bois, etc. la pierre. Ouais. Donc, tu as très bien choisi. Bon, mais c'était pas convaincu. Ok, bon. Notre petit Hubert Robert. Et alors, je t'ai demandé une œuvre qui avait nourri ta pratique. Et alors, j'ai pas pu retrouver le livre en EPUB, mais c'est un livre qui a l'air super passionnant, qui s'appelle La forme animale de Adolf Portmann. Oui. C'est un biologiste suisse. Alors ça, j'ai vraiment. Bon, alors, c'est pareil. Je me demande pourquoi ça t'intéresse. Ouais. Moi, j'ai toujours lu pas mal de livres sur l'éthologie, donc ça date même. Et pourtant, même au moment où je m'intéressais à l'architecture, je lisais déjà beaucoup de livres d'éthologie et j'ai lu assez peu de livres sur l'art à cette période-là, en fait. Donc l'éthologie, c'est sur la science des comportements animaux. Ouais. Voilà, exactement. Et donc, j'ai choisi celui-là parce que je l'ai découvert vraiment plus récemment. Donc, il m'a vraiment accompagné sur la dernière exposition, justement, dont est issu Soria, le tableau qu'on a vu en dernier. Donc voilà, Adolf Portmann, c'est un zoologiste suisse, donc il a écrit ça en 1948, je crois. Et en gros, tout le livre, parce que la plupart des zoologistes, justement, vont s'intéresser à la fonction, en fait, à comment expliquer la forme par la fonction, et notamment par le fait de perpétuer l'espèce. Et lui, il dit, non, justement, il y a une gratuité dans la beauté animale, parce que comment on pourrait justifier une telle complexité uniquement par le fait de se reproduire ou d'attirer, puisqu'il y aurait plein d'autres manières d'attirer, quoi, en fait. Donc ces formes-là, et donc tout le livre est comment ça parle de la façon dont les animaux se montrent les uns aux autres, et même parfois vont développer en fait des esthétiques qui ne sont pas visibles. Par exemple, des animaux des abysses qui vont être dans l'obscurité totale, mais qui vont avoir des motifs ou des couleurs que personne ne pourra jamais voir. Donc, et qui ne sont pas liés à une fonction. En fait, lui, c'est ça qui met en relief dans le livre, c'est que il n'y a rien qui peut expliquer ça. Donc, il va analyser, je ne sais pas, par exemple, la façon dont un pelage ou un plumage, comment c'est possible que le pelage se fasse tout seul pour former tel ou tel motif. Et ça, c'est inexpliqué, en fait. C'est des choses qui sont vraiment inexpliquées. Donc, c'est un des seuls qui a un peu, en tout cas à cette époque-là, à cette période-là, qui a un peu analysé tout ça. Et bon, il dit des choses très belles. Par exemple, le fait que la plupart des animaux sont symétriques, en fait. Plus ou moins, mais je veux dire, reposent sur une structure symétrique. Et il y a un poisson, je crois, qui est asymétrique. Mais oui. Voilà, alors c'est très rare. Il y a quelques exceptions. À part la mort, voilà, une exception, alors que la mort, non. Pardon, je reviens à mon truc. Tu veux revenir à ton truc? Non, pas du tout. Non. Et ce qu'il dit, c'est qu'on est symétrique à l'extérieur, mais par contre, nos organes internes sont organisés de manière non symétrique. Et là, il va dire, sauf certains animaux qui sont transparents, et ces animaux-là, la plupart des animaux transparents vont avoir des organes internes qui sont organisés de manière symétrique. Donc, il y aurait un souci esthétique, voilà, une sorte de politesse de se présenter de manière harmonieuse à l'autre. Donc ça, c'est super beau, quoi. Bon, ça donne envie, hein. On ne regardera plus pareil les crevettes maintenant. Et je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé. Et
Alors, malheureusement, j'ai jamais vu ce livre, mais ça donne super envie. Ça s'appelle La carte d'après nature. C'est d'après une expo de Thomas Demande avec plein d'artistes dedans. Ouais. Bah, il est épuisé ce livre, donc Ouais. j'avais vraiment une bonne idée de. Il vaut 140 € là, je crois. Très bien. Je pourrais spéculer dessus alors. Non, Gilbert reste un endroit où Gilbert Joseph à Paris reste un endroit où on peut acheter des livres qui coûtent très très cher, très peu cher. Ouais. C'est un vrai Bah là, mystère. en plus, dedans, il y a un facsimilé de photographie de Luigi Guiri. Enfin, c'est un livre vraiment magnifique, hein, il est très très beau. Donc, ça date de 2010. Et donc, c'est un peu une sorte d'hommage à Magritte par Thomas Demande. Donc, pour moi, ce livre, donc, c'est vraiment comme une petite oasis de tous les artistes, de plein d'artistes que j'adore et qui parlent du paysage, on va dire, d'une nature domestique et du surréalisme. Donc, vraiment, c'est presque comme ça que je pourrais définir mon travail, en fait. Donc, c'est assez beau de trouver un livre. Je n'ai pas vu l'exposition. Une famille. T'as trouvé une famille. Voilà, j'ai retrouvé une famille. Et donc, ce qui est pas mal aussi, c'est que finalement, Magritte doit être le seul peintre à peu près du livre. Et moi, je me suis toujours nourrie aussi de tous les autres médias pour peindre, en fait. Donc, autant la photo que la sculpture. Et donc, voilà, dans le livre, il peut y avoir des gens comme donc Luigi Guiri, qui est un photographe qui est hyper important pour moi, un photographe italien, qui a notamment photographié l'atelier de Morandi. Donc, c'est ça, quand tu dis famille, c'est vraiment ça, c'est les relations qu'on peut. Il y a ta citadine. Ouais. Il y a ta citadine, il y a Martin Boyce, Rodney Graham, voilà, des artistes comme ça. Et bon, lui, c'est vraiment Thomas Demande pour expliquer quand même pour les gens qui ne connaissent pas, si jamais il y en a. Thomas Demande, donc c'est pareil, c'est un artiste que j'ai rencontré à Düsseldorf, dont je connaissais déjà le travail avant, et qui fabrique aussi le sujet de ses photographies, mais qui les fabrique à échelle 1 en papier ou en carton et de manière très, très réaliste. Donc voilà, c'est forcément des questions. Donc il fait une photo après, on voit la photo et on se dit c'est juste de la banalité. Et en fait, non, c'est du papier. Voilà. Et en fait, c'est juste du papier. Et il détruit toujours ses maquettes. On peut jamais les voir, en fait. Donc voilà, donc c'est un peu le télescopage de ces deux questions, quoi, le surréalisme et puis le paysage factice. Et Magritte, t'aimes sa peinture? Et Magritte, ouais, je crois que j'ai toujours aimé, pas pour sa peinture, là pour le coup, pas pour sa peinture, c'est un des rares peintres que j'aime pas spécialement pour sa touche, mais ouais, pour tout ce que ça évoque, quoi. Parce que justement, ce que je trouve. C'est un peintre philosophe, en fait, Magritte. Ouais, voilà, c'est des images ou des peintures, c'est la question, quoi. Ouais, exactement. Et pour autant, je crois que c'est dans la manière de peindre, c'est quand même un des surréalistes qui m'intéresse le plus, même si c'est. J'adore ses gouaches. Je trouve que la gouache, ça correspond bien à son. Ouais. Ces gouaches, je trouve que c'est les mieux. Mais. Il y a puis voilà, puis il y a toutes les différentes périodes de Magritte aussi. C'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que. Tu vas nous vendre la période Renoir. Non, mais. Donc, voilà, après. Bon, c'est. Alors, attends, on pourra en parler aussi pendant plus longtemps. Hein, mais... On est un tout petit peu en retard, donc j'aimerais qu'on parle de cet artiste, parce que tu m'as fait découvrir une artiste que j'ai adorée, qui s'appelle Joséphine Alvorson. Oui, c'est une artiste américaine. Américaine, ouais, qui est née en 81 ou 2, je ne sais plus déjà. 81, je crois. Ouais. 81. Donc, moi, j'ai d'abord découvert. Allez voir son site, c'est super. Hein. Ouais, j'ai découvert son travail en fait dans une exposition. C'était chez Nelson Freeman. Je crois que c'est une galerie qui a brûlé d'ailleurs à Paris depuis. Et c'était en 2012. Et donc vraiment, voilà, c'est une expo qui m'est vraiment restée, qui m'a marquée. Bon là, j'ai choisi un tableau, mais j'aurais pu choisir toute l'expo en fait. Qu'est-ce que c'est le sujet? Tu peux nous raconter? Alors en plus, voilà, c'est une stèle funéraire, excusez-moi. Et donc elle peint d'après nature, hein. Elle se met devant. Voilà, elle peint toujours sur le motif et en fait elle peint sur, je crois qu'elle peint sur toile libre et qu'ensuite elle fabrique, puisqu'en fait elle peint avec, je crois qu'elle garde l'échelle de l'objet. Elle va garder l'échelle de l'objet qu'elle peint. Donc en fait la surface de l'objet qu'elle peint se substitue à la surface de son tableau, où elle fait une synthèse en tout cas entre la surface de l'objet et la matérialité du tableau, quoi. Ouais. Voilà. Et donc bon, elle parle vraiment d'une rencontre avec l'objet, parce qu'elle va vraiment
peut-être le peindre plusieurs fois et vraiment prendre en compte tout l'environnement, même si donc, il y a plein de choses qui se passent autour, évidemment, mais c'est un cadre très serré Donc, comme elle peut ça. peindre le sol, elle peut peindre un bout de un Voilà, tronc alors d'arbre, cette des choses, exposition, c'était plutôt des des choses fenêtres. verticales. Ouais. Justement, c'était vraiment des choses verticales, vraiment très, très en lien avec le tableau. D'ailleurs, il y a même un tableau d'écolier dans l'exposition où c'est vraiment. Alors, il y a à la fois le trompe-l'œil, c'est pareil, c'est pas de l'hyperréalisme, mais elle est assez influencée par. Alors, je sais plus ce que c'est un mouvement, c'est pas l'hyperréalisme, mais c'est un mouvement qui a lien avec le détail. Je sais plus comment ça s'appelle. Et bon, évidemment, il y a aussi l'érosion qui est là. Et bon, moi, ce que je trouve beau aussi, c'est que du coup, le plan du tableau, il a une profondeur de quelques millimètres, quoi, en fait. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, l'espace dans lequel elle est, c'est un espace qui a l'épaisseur du creux des écritures qui sont inscrites dans la stèle, quoi. Donc, c'est assez beau de voir ça et de se dire que là, ça tient surtout à la couleur, en fait. Comment elle Ouais. fait comprendre le volume, c'est simplement par des nuances de couleurs qui sont super subtiles. Moi, j'ai plus de mal pour le coup avec sa touche ronde, c'est-à-dire le côté stylisé, Ouais, un peu BD. Ouais. mais moi, justement, je pense que c'est aussi ce qui donne. Toi, t'aimes bien ce côté-là? Je trouve ça admirable, en fait, Ah oui, non, mais j'ai pas dit que de c'était pas garder admirable. cette Franchement, je touche. trouve super. Ouais. De garder cette touche en fait d'un tableau à un autre, c'est vraiment ce qui fait le lien. C'est ce qui est beau dans l'exposition en fait, c'est de voir ce même geste qui est répété. Oui, mais d'un coup, on a l'impression qu'elle se laisse pas abîmer par les objets. Tu vois, c'est qu'il y a un truc de maîtrise. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ben moi j'aime bien aussi que le fait qu'on puisse voir. Tu vois, quand tu vois ce tableau un peu de loin comme ça, tu pourrais. Enfin moi, je sais pas, c'est Odilon Redon qui me vient à l'esprit. Tu vois Ouais, les bien sûr. arbres sur fond jaune. Et quand on s'approche, on voit que non, c'est pas du tout. C'est une touche très plate. En fait, c'est une peinture qui est en platitude, mais qui parle de relief. Donc c'est très beau. Et pour la blague, sur son site, il y a une série de tableaux d'une fenêtre. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais une émotion par rapport à ce tableau. Et j'étais là, mais pourquoi ça me touche? D'un coup, je vois la fenêtre, voilà. Puis d'un coup, je vois qu'elle a fait réaliser ça à la Villa Médicis. Et en fait, c'était la fenêtre de mon atelier. On était dans le même atelier. Ouais, Donc, oui, c'est vrai qu'elle a fait. c'était Et assez moi, du coup, en touchant. plus, j'étais très contente parce que je l'ai rencontrée à Molly Sabata, je Bien passe ouais, Molly ouais. Sabata. C'est vraiment le lieu, voilà, avec notre ami Joël Riff. Et c'est un lieu où ça permet vraiment de rencontrer tellement d'artistes. Et elle, je savais qu'elle faisait cette résidence là-bas, donc je suis passée exprès par Molly Sabata pour pouvoir la rencontrer. Elle Trop est bien. super intéressante. Voilà. À suivre. Franchement, intéressant. Et je t'ai demandé une peintre contemporaine française que tu aimais. Et alors, tu as un Ouais. enthousiasme, à chaque fois on en parle, tu es toujours enthousiasmé par Emmanuel Castellan, voilà, que je remercie parce qu'elle nous a passé ce haut de def, donc ça s'appelle Foule. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Oui, Emmanuel Castellan, donc c'est une artisan, j'apprécie beaucoup, beaucoup le travail, qui est une amie, d'où mon enthousiasme, qui est Elle n'est très jamais enthousiaste comme ça avec moi, hein, donc après je me pose des questions. On a Non, dit t'aimes qu'on beaucoup parlait son pas de travail. toi, Non, c'était Thomas. une blague, c'était pour faire la blague. Et donc, elle vit entre Berlin et Strasbourg, où elle enseigne. Et donc, voilà, tout son travail. Alors, c'est pareil, ce tableau-là, il n'est pas forcément représentatif du reste de Ouais. son travail, mais elle travaille souvent, la plupart du temps, à partir d'images. Et en fait, elle se pose la question, enfin, c'est un peu comme ça qu'elle m'en a parlé aussi, de sa légitimité en fait à s'approprier les images et à les peindre. Et donc, il y a tout un ensemble de gestes qu'elle va, j'allais dire infliger, mais c'est pas infliger, mais parfois ou exécuter en tout cas à ces images qui peuvent être des coupures, des pliages, comme ici par exemple. Et surtout, il y a toujours cet effacement qui va faire que les images vont être interprétées de différentes manières. Donc moi, c'est aussi cette ambivalence-là qui m'intéresse dans son travail. Donc là, en l'occurrence, c'est un tableau qui est issu, je crois, d'une peinture chinoise du Moyen Âge, avec une sorte de procession de cigognes horizontale. Et là, justement, voilà comment les solutions qu'elle trouve pour rejouer cette photo, cette image, c'est de plier le tableau pour casser cette horizontalité et d'en faire une sorte d'éventail
qui va reposer. Alors, il y a toujours la prise en compte aussi du tableau, de l'objet tableau. C'est pour ça que j'ai montré aussi Joséphine Alforson, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse vachement aussi. C'est que là, la base de l'éventail va reposer sur, et les pattes aussi des cigognes reposent sur le bord inférieur du tableau. Donc voilà, bon, je l'ai choisi aussi parce qu'il y a le sujet animal, que la cigogne, elle est là à la fois comme un signe géométrique, blanc et noir, et puis elle est là aussi comme symbolique, peut-être personnelle, parce que Strasbourg, etc., et symbolique générale, c'est-à-dire on pense à la maternité, quoi. Donc il y a toujours une complexité en fait dans ce travail qui est vraiment belle, et je pense qu'il y a Emmanuelle Castin elle n'a pas été beaucoup montrée en France, en tout cas pas assez, et en même temps il y a quelque chose d'assez beau de voir un travail, en fait comment un travail peut dans la discrétion acquérir une profondeur qu'il n'aurait peut-être pas s'il était au grand jour, quoi. Et moi j'aime vraiment beaucoup ces artistes-là qui souvent travaillent énormément aussi, mais voilà, à chaque fois qu'ils montrent, ben, c'est un travail qui a maturé pendant plusieurs années, quoi. Il y a une peintre qui s'appelle Céline Berger, je ne sais pas si tu connais, qui vit à Moscou, qui expose chez Patricia Dorfman en ce moment à Paris. Et ça vaut vraiment le coup d'aller voir parce qu'elle n'est pas souvent présente, justement. Elle est un peu marginale aussi. Ouais. Et la question de la touche. Hein. Emmanuel Comment est pas. Emmanuel non, elle est plus, Céline Berger est plus marginale que voilà, Castellon. Bien sûr, bien sûr. Excuse-moi. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'il ne faut pas être vexant, mais bien sûr, je ne dis pas ça du tout. Et là, j'ai parlé de la touche efficace, c'est-à-dire le côté peindre en un coup de brosse à la Gil-Ayo, justement. Ça, c'est quelque chose qui peut t'intéresser, toi, ou c'est là, c'est plus. Ouais, alors c'est vrai, Gil-Ayo, Alex Katz. Et là, c'est pas le cas, en fait, parce que justement, c'est des gestes. Pour moi, c'est pas le cas. Ou c'est le cas, mais je sais justement, parce que le tableau est très construit et elle l'a quand même fait. On sent, il n'y a pas 36 000 gestes, donc c'est quand même un truc mental assez dingue, à mon avis. On n'arrive pas à comprendre. Alors, il y a aussi une grande pratique du dessin aussi. Qui a vraiment, je pense, c'est des motifs aussi qui se simplifient ou qui se radicalisent, en fait, ou même on parlait d'effacement, ou qui deviennent un peu illisibles aussi pour certains. Celui-là, c'est pour ça qu'il est moins parlant que les autres par rapport à la problématique générale, mais ouais, le geste efficace, je dirais pas ça pour sa pratique à elle, en tout cas. Ok. Je voulais finir en contredisant, Thomas. Je trouve que j'étais trop d'accord avec toi. Non, mais j'ai eu beaucoup de chance que tu m'as contredit qu'une fois. C'est ce qui est très rare. C'est peut-être la première fois de ma vie que tu me contredis qu'une seule fois. Bon, on va passer aux questions du chat. J'ai vu plein de questions passer. On va demander à notre réalisateur Nils de les poser. Voilà, j'ai pas eu le temps de tout. Oui. Alors, première question, n'avez-vous jamais eu envie de peindre des humains ? Ça va venir. Non, si, disons que aux Beaux-Arts déjà on dessine, on fait nu, etc. Donc si, mais alors ça m'arrive aussi maintenant parce que par exemple le petit tableau de Paula Modersohn-Becker, j'en ai fait des études par exemple, j'en peins. Mais disons que là pour l'instant j'ai pas cette nécessité-là, mais ça pourrait très bien arriver. Ouais. Les gisants et tout ça, non ? Les gisants, ouais, j'en ai fait un dernièrement. Il n'était pas complètement humain d'ailleurs. Non, mais comme ce qui m'intéresse, c'est justement l'ambivalence. Forcément, dès qu'il y a un être humain, c'est un être humain. On ne peut pas tellement le confondre avec autre chose. Donc il y a des représentations de l'humain avec certains objets un peu antiques, des bustes, des choses comme ça. C'est des représentations de représentations en fait. Et la carnation, par exemple, la peau, je ne sais pas si c'est figuratif ou pas, mais des représentations de peau ou de carnation, c'est pas quelque chose qui pourrait être ça peut de sensualité quand même. Sûr, moi, je pense que tu vas y aller un jour. Hein, mais bon. Non, mais déjà, de toute façon, pour moi, dans les animaux, il y a aussi, je pense aussi à l'humain quand je fais, parce que c'est ça aussi, c'est que finalement, quand je parlais d'entité tout à l'heure, finalement, ça peut représenter des êtres en fait. Ces objets, pour moi, ils sont des êtres. Non, mais tu vas passer à la sexualité, parce que c'est quoi l'innommable du corps? C'est la sexualité, quoi. Donc, à un moment donné, ça va... ça y est depuis longtemps, parce que je dirais... Oui. Non, mais quand on parle des humains. Ok. Je sais pas, Thomas. Moi, je suis sûr. Une autre question, Nils?
Quel prof avez-vous eu aux Beaux-Arts? Quel Alors, prof j'ai eu aux Beaux-Arts? ouais. Alors, bon, moi, le prof avec qui j'ai le plus travaillé, c'est Gilkan Gelzer, qui a Toi, enseigné ensuite à Paris. Moi, j'étais aux Beaux-Arts de Caen. tu étais au Beaux-Arts de Caen, ouais, voilà. Ouais. Voilà. Et justement, donc Gilgan Gelzer, il avait une pratique de peinture, dessin et photographie. Et moi, c'est ça, j'ai l'impression d'avoir compris beaucoup de choses dans son rapport complètement étroit entre photographie et peinture-dessin. Donc, je pense que c'est ce qui m'est resté. Et toi, tu l'as vécu comment, justement parce que, alors ça, c'est un retour que j'ai beaucoup de cette émission que j'organise, c'est on me dit beaucoup, ah, les Beaux-Arts de Paris, ah, Paris, Paris, Paris. Enfin, le rapport entre province et Paris, toi, tu l'as vécu. Parce que toi, t'es normande d'origine, et après, tu es venu vivre à Paris, et tout ça. Enfin, tu es passé par la Cité des Arts et tout ça. Là, tu es retourné même en Normandie. C'est un rapport que tu trouves violent ou c'est un. Tu veux dire le rapport entre province et Paris? Ouais, ouais, Non, voilà. moi, je me suis pas trop. C'est presque plus maintenant que je le trouve, je le trouve violent parce que je m'en rends compte. Mais en fait, à cette période-là, je m'en suis pas tellement rendu compte parce que déjà, j'ai fait beaucoup de résidences en sortant de l'école. Donc, je suis tout de suite partie. Et puis, je suis allée à Düsseldorf après par la suite. Mais j'ai pas eu. Non, j'en ai pas tellement. J'en ai pas tellement souffert parce que je me trouvais bien là où j'étais en fait à Caen parce que c'était une petite école et que j'avais des interlocuteurs. Et t'as pas trouvé ça dur d'arriver à Paris, de rencontrer des gens et tout ça? C'était pas. Ah bah si, ça a changé beaucoup de choses. Ouais, mais bon voilà. En fait, moi, je suis un peu sur la longueur, donc ça me dérange pas que les choses arrivent un peu en retard. Voilà, toi, là, j'ai quelqu'un qui a mis, mais enfin, il n'y a que Paris qui existe. Bah non, justement, il n'y a pas que Paris qui existe. Là, j'en parle parce que j'ai souvent des retours assez violents, en fait. J'imagine que c'est pas. Enfin, il y a des gens qui m'écrivent en me disant oui, tu parles que de Paris et tout ça, alors que c'est pas. Ouais. Alors, D'une part, c'est pas de ma faute, hein. Et d'autre part, voilà, faut pas avoir comme image aussi que ça se passe que à Paris et tout ça, quoi. Parce que toi, justement, toi, t'as fait beaucoup de résidences partout en France, en fait, hein, quand même. ouais, moi j'en ai fait pas mal, ouais, exactement. Mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup d'artistes parisiens aussi, hein. C'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés par la suite à Paris. Et d'ailleurs, on a complètement oublié de faire ton actualité. C'est de ma faute. Et tu as une exposition collective à Montluçon, au château du duc de Bourbon de Montluçon, avec des gens justement qui sont dans une résidence qui s'appelle Shaker. C'est la première résidence que j'ai faite chez Kers en plus. Voilà. Qui était une résidence pas fastoche, mais de peintres, où on avait 6 mois à travailler dans une école. Et là, d'un coup, il y a plein d'artistes qui sont passés par là. Il y a toi, il y a Claire Tabouret, il y a Yann Lacroix, il y a Marion Bataillard, il y a Yves Gobard. Je crois aussi. Il y a moi aussi. Voilà, voilà. Donc on est dans 2 expositions en ce moment. Et voilà, il y a une autre expo, et ça on en a déjà parlé la semaine dernière, c'est à la galerie Albada Gelgersma à Amsterdam. C'est notre ami Mathieu Cherkit qui nous a invités. Ouais. Donc là, il y a à peu près tous les gens qui sont passés aux apparences. Donc Marion Bataillard, Romain Bernini, Amélie Bertrand, Mireille Blanc, Mathieu Cherkit, Julia Cotin, Yann Lacroix, Thomas Villane, Maud Maris et Julien Desmontiers. C'est jusqu'au 16 juillet, c'est Amsterdam. Voilà. Et tu as une expo collective à Pras de la Valette à Galerie. Voilà, à partir du 2 juillet, je crois jusqu'au 16, c'est assez court, mais c'est un groupe show. Par contre, je n'ai pas la liste des artistes sous les yeux, mais enfin, c'est des super artistes de la galerie. Voilà, c'est l'expo de l'été et j'ai hâte. Voilà, il y a Paris et la gare de Perpignan. Très bien, on me note ça. Une autre question, Nils? J'ai l'impression que vos objets peints sont de plus en plus dans des espaces infinis. Est-ce volontaire? Y a-t-il une volonté de hors cadre? Alors, oui et non, c'est-à-dire que effectivement, je suis partie d'une boîte que j'ai ouverte. Donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai fait tomber les murs, j'ai déjà, parce que déjà en Volt, par exemple, 2015, c'était déjà un espace infini. Et finalement, maintenant, c'est un autre type d'espace qui serait plus vivant, en fait. C'est-à-dire par exemple, le tableau buste, c'est l'arrière-plan, en fait, ne devient plus un arrière-plan d'ailleurs, puisqu'il y a ce reflet qui en fait partie. Donc c'est plus, je pourrais plus dire un espace infini. C'est un espace qui est plus mouvant, quoi, en tout cas. Mais d'un coup, tu cadres aussi, c'est-à-dire que tu coupes la figure, alors qu'avant tu la mettais dans. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a. En fait, donc d'un coup, il y a du hors-champ. D'un coup, il y a un truc plus narratif aussi, d'un coup. Oui, parce que les objets étaient toujours présentés de manière centrale.
Et voilà, c'est une des choses que je remets en question par la dernière série, par exemple. Et quand tu parles d'échelle, est-ce que ça tu pourrais, hein, j'imagine, je sais pas, est-ce que tu pourrais d'un coup peut-être penser à des échelles microscopiques ou des, tu vois, parce que là, tu es dans des espaces justement un peu mentaux qui pourraient être presque des espaces, on va dire, je connais rien, mais de théorie de la relativité ou de métavers ou je sais pas quoi, enfin, tu vois, des espèces de mélanges comme ça où ça se tord ou je sais pas quoi, enfin, ou créer d'un coup la cohérence que tu avais du monde réel à l'échelle 1, qui est celui des apparences d'aujourd'hui, du quotidien, tout ça, tu peux jouer avec maintenant. Tu avais un peu commencé d'ailleurs à faire ça avec tu avais fait des ombres fluo sous les figures ou des choses comme ça. Ouais. Non, je crois que j'ai toujours cet attachement à l'objet qui fait que je ne pense pas partir de ce là. Par contre, je pourrais très bien partir vers une abstraction plus radicale, par exemple. Enfin, vers une abstraction, parce que c'est pas tellement... Et une molécule, c'est pas un objet alors? Et une molécule, le problème, c'est que ça peut pas... Enfin, on reconnaîtra la molécule sans difficulté, je pense. Parce que tu sais qu'on a des images, ok. Parce qu'on a des images, de dessin de molécules, mais c'est pas vraiment comme ça une molécule. Ouais. C'est jamais, enfin, toi, c'est plus compliqué que ça, quoi. Mais okay. Je pense que ce sera comme Hubert Robert, tu vois. Là, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Mais juste après l'interview, je vais peut-être démarrer une nouvelle série. Nice, une autre question? Oui, une dernière question. La peinture de Shi Tao vous inspire-t-elle? Avez-vous lu ses propos sur la peinture et son rapport au paysage? Non, pas du tout. Pas du tout. Là, je ne peux pas répondre là-dessus parce que non, c'est pas une peinture vers laquelle j'irai spontanément. Encore un Hubert Robert à découvrir. Et alors, on pose la question de la peinture immersive. C'est-à-dire, Nice, tu n'as pas vu toutes les questions là. C'est-à-dire de partir de vraiment mettre le corps du spectateur dans un espace peint, quoi. C'est-à-dire d'un coup, de dépasser le côté peinture-sculpture, mais d'un coup, vraiment manger le spectateur. Ça pourrait t'intéresser ou pas tant que ça? Disons que ça peut m'intéresser quand dans certaines expositions, justement, je commence à réfléchir la peinture installée hors du mur. Ça, tu as fait des sculptures aussi. Ouais. Et voilà. Après, totalement immersif comme ça, non, c'est pas forcément une expérience. Moi, là, en ce moment, je suis même plutôt en train de faire l'inverse, c'est-à-dire d'aller vers des plus petits formats avec une sorte de condensation, de condensé, plutôt de matière condensée, en fait. Ouais. Mais là, tu vas plus dans l'incarnation que dans l'espace, en fait, en ce moment. Ouais, complètement, ouais, tout à fait. Eh ben, merci, Maud. Toi, comment on finit là-dessus. Terrible. J'ai peur. Sachez qu'elle n'est jamais d'accord avec moi, comme ça, c'est rassurant. C'est parce qu'on est filmé, hein, je suis d'accord. Oui, voilà. Sachez-le, comme ça, voilà, elle est contente. On a dit qu'on n'était pas d'accord, tout va bien. Bon, merci beaucoup, Maud, c'était super. C'était hyper intéressant. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine avec Daniel Schlier. Bonne journée. Merci, Nils.